Imaginez-vous être séquestré pendant 82 jours, vivre un calvaire, manger très peu et à votre libération, être accusé d'être à la tête de votre propre séquestration. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Charles Marion qui s'est passé donc au Québec dans les années 1970. Donc, c'est une histoire de séquestration. C'est la séquestration la plus longue du Québec et c'est la troisième plus longue de tout le Canada. Charles Marion, c'est un homme âgé de 57 ans. Il est père de 2 enfants. Au moment des faits, les enfants sont assez grands et indépendants. Il est marié. Tout se passe pour le mieux dans sa vie. Tout va bien dans sa famille, tout va bien dans son travail, jusqu'au jour où tout va être chamboulé. Le 6 août 1977, Charles se rend dans l'un de ses chalets accompagné de sa secrétaire pour lui faire découvrir les lieux et lui montrer quelques rénovations qui a eu lieu auparavant. Au moment donc de la visite, Charles et Aline, sa secrétaire, sont interpellés par 2 individus qui sont masqués et armés. Directement, les individus ordonnent à Charles et Aline de se mettre à terre, les mains sur la tête, et ils sont donc attachés. Aline sera laissée dans le chalet, ligotée, elle ne pourra rien faire, tandis que Charles, lui, sera emmené dans une voiture. C'est seulement 18 heures après que la femme de Charles va commencer à se poser des questions, elle va commencer à partir à sa recherche et elle va à ce chalet et c'est là où elle trouve la secrétaire de Charles. Cette dernière lui explique tout ce qui s'est passé. La femme de Charles commence très rapidement à s'inquiéter. De son côté, Charles, lui, a été emmené au milieu d'une forêt et on l'a enfermé comme dans une chambre qui a été creusée à même le sol. C'est un espace vraiment réduit où il y a donc aucune entrée de lumière. Il y a uniquement un matelas en mousse qui est posé à même le sol. Et Charles, il est maintenu avec des chaînes autour du cou, autour de la taille, mais aussi autour des chevilles. Donc là, Charles ne le sait pas, mais les ravisseurs l'ont emmené dans une région un peu plus loin, dans la région de Gould. Il va rester encore de longues semaines dans cette petite pièce et il sera dans des conditions assez atroces. Il y a des rats, il y a des mulots. Ces ravisseurs vont lui apporter assez régulièrement de la nourriture, de l'alcool et des médicaments pour essayer de tranquilliser au maximum Marion. Donc tout ça a eu lieu le 6 août. Le 8 août, l'employeur de Charles va recevoir une lettre dans laquelle il y a une demande de rançon d'1 million de dollars canadiens, sans négociation possible. La lettre sera signée les 7 serpents noirs. De suite, l'employeur se rend à la police. Et c'est à partir de cet instant que la Sûreté du Québec, c'est l'organisation policière, va pouvoir créer un lien avec les ravisseurs de Charles. La police va donc de suite essayer de négocier le montant de la rançon à 2500 dollars. Ils vont aussi demander en plus une photo de Charles pour pouvoir vérifier que celui-ci est toujours en vie. Les ravisseurs acceptent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début de cette affaire, les policiers vont énormément douter de Charles, qui sera très rapidement soupçonné de participer à cette séquestration. Les policiers vont avoir des doutes sur Charles, puis après sur la famille de Charles. Maintenant que les policiers ont réussi à trouver un terrain d'entente avec les ravisseurs, la question qui se pose, c'est qui va déposer la rançon et qui va rentrer donc en contact peut-être avec les ravisseurs. De suite, le fils de Charles se porte volontaire et encore une fois, les policiers vont trouver ça très suspect. Personnellement, je ne trouve qu'il n'y a rien de suspect. Je pense que demain, notre père disparaît et il faut quelqu'un pour amener de l'argent. Tout le monde se porte volontaire. Mais bon, et les policiers désignent 2 journalistes pour aller donc déposer la rançon. Il s'agit de Claude Poirier et Normand Maltais, qui se rendent sur les lieux le 23 septembre 1977. Ils suivent toutes les indications qu'ont données les ravisseurs et se rendent à Saint-Gérard pour déposer une valise. Malheureusement, les journalistes sont tellement suivis de près des voitures de police que personne ne viendra jamais récupérer les valises. Donc le premier échange est un échec. Du côté de Charles, les ravisseurs lui rendent assez régulièrement visite. Les ravisseurs ne s'en prennent jamais à Charles physiquement ou même psychologiquement. En fait, leur but, c'était vraiment de récupérer de l'argent rapidement. Il faut savoir donc que Charles ne les voit jamais parce que dès
qui lui rendent visite, Charles est obligé de se mettre donc comme un sac sur le visage. De plus, les ravisseurs lui amènent régulièrement donc les journaux et le tiennent au courant donc du monde extérieur, ce qui permet à Charles de un peu prendre des nouvelles de sa famille à travers le journal. Il voit qu'il est recherché. Au fil du temps, Charles va comme tisser des liens avec ses ravisseurs, donc c'est toujours les deux mêmes. Il y en a un qui paraît vraiment très autoritaire, qui est assez froid. Charles le visualise comme celui qui est à la tête de ce plan et il va le surnommer donc le boss. Le deuxième, qui est beaucoup plus empathique auprès de Charles, avec qui il échange régulièrement et il discute, va l'appeler mon chum. Chum, c'est mon ami en québécois et ça lui fait garder espoir. Donc après cet échec au niveau de la police, les médias commencent de plus en plus à faire parler cette histoire. Il y a même des reportages qui vont sortir, qui vont totalement inculper Charles d'être le coupable de cette histoire, fondée sur aucune preuve. Ça va très rapidement donc partager les avis de la population et la famille va vraiment se sentir délaissée. Elle va même soupçonner la police d'avoir mis en avant ce genre de reportage. 6 jours plus tard, donc on est le 29 septembre, il y a une deuxième tentative. Donc toujours par le même principe, c'est les deux journalistes qui vont aller déposer une valise en suivant bien les indications des ravisseurs. Les policiers sont prêts et sont cachés. Ils attendent le bon moment pour réussir à attraper les ravisseurs. Mais très vite, les valises vont être récupérées et la police va mobiliser de grands effectifs pour suivre leurs traces, mais ils se sont comme évaporés. Aucune trace d'eux, ils ont réussi à récupérer la valise. Et là, les ravisseurs ouvrent la valise et dans la valise, il n'y avait pas du tout les 250 000 dollars demandés, mais des papiers de code. En fait, les policiers étaient tellement persuadés que les ravisseurs n'allaient même pas atteindre la valise et qu'ils seront arrêtés avant que ils n'ont jamais pensé à mettre l'argent dans cette valise. C'est après donc ces deux échecs que Charles va vraiment commencer à se sentir abandonné. Il a l'impression que le monde extérieur ne met rien en place pour donner la rançon au kidnappeur et surtout pour l'aider à sortir de là. Il va rapidement tomber dans une dépression et c'est là où il va essayer de mettre fin à ses jours en avalant tous les médicaments que ses ravisseurs lui donnaient pour le tranquilliser, pour l'aider à dormir. L'un des ravisseurs, donc Charles a surnommé mon chum, arrive à ce moment-là et s'occupe directement de Charles. Il va donc le faire vomir. Il va même le faire un peu sortir pour prendre l'air. Il va le nourrir et essayer de lui redonner espoir. Il va lui amener plein de journaux avec donc des photos de sa famille qui le cherchent et qui essaye vraiment de faire bouger les choses. Mais malheureusement, Charles est complètement dépourvu d'espoir et il essaye une seconde fois de mettre fin à ses jours. Il a essayé de s'asphyxier avec un sac, mais ce sera donc sans succès. Donc là, on a Charles qui commence à vraiment être pas bien. Il est, je le rappelle, dans des conditions atroces. Il est à même le sol. Il mange pas à sa faim et le temps est tellement long qui prend des médicaments pour dormir au maximum. Et à côté de ça, les policiers trouvent que c'est le meilleur moment pour accuser donc le fils de Charles. Il est accusé tout simplement parce que les policiers doutent encore du fait que le fils de Charles a beaucoup insisté pour aller déposer la rançon, donc la première rencontre avec les ravisseurs. Et les policiers vont même essayer de manipuler son fils. Ils vont donc le questionner en lui disant vous êtes quelqu'un de très intelligent, c'est sûrement vous qui avez mis en place ce plan. Mais Pierre, le fils de Charles, ne tombe pas du tout dans le panneau. Ils vont même essayer de faire croire au fils qu'ils ont un lourd dossier sur lui avec des preuves l'impliquant dans cette affaire. Le fils donc va tout faire pour se défendre et il va aussi demander de passer le test donc du polygraphe qui va réussir. Et en soi, les policiers n'ont pas vraiment de preuves contre la famille. En attendant, les ravisseurs, eux, décident d'écrire un mot sur lequel ils notent ils se foutent de la vie de Charles Marion, pas nous. Nous autres, on a appris à respecter cet homme et on veut qu'il sorte au grand jour pour se défendre. On a dépensé beaucoup pour cette affaire, il faut que quelqu'un paie la facture. Donc en fait, les ravisseurs eux-mêmes ont envie d'expliquer à la police que Charles Marion n'a rien à faire dans les suspects. Les ravisseurs commencent à vraiment s'inquiéter de l'état de santé mentale de Charles et ils décident donc de contacter cette fois-ci pas l'employeur mais la famille pour demander une rançon de 50 000 dollars canadiens. Donc ils sont quand même passés d'1 million de dollars canadiens à 50 000 dollars canadiens. De plus, les ravisseurs vont donc faire écrire à Charles un mot comme quoi il autorise son fils à aller chercher les 50 000
dollars dans son propre compte. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment une preuve comme quoi il a rien à voir avec cette histoire. Enfin, si c'était lui à la tête de cette histoire, pourquoi à la fin il demanderait qu'on aille chercher son propre argent? Ça montre qu'il n'est pas coupable et que la police se trompe complètement de chemin. Mais bien sûr, après cette demande, les policiers vont décider de refuser parce qu'ils trouvent ça trop dangereux. Les ravisseurs décident donc de rentrer cette fois-ci directement en contact avec la famille, sans passer par la police, en leur expliquant que le marché des 50 000 dollars tenait toujours et que pour donner leur accord, la famille devait publier une annonce dans le journal comme quoi elle vendait un chalet à 50 000 dollars. Donc c'était un peu un nom de code pour que les ravisseurs, eux, sachent que la famille a accepté. Mais bon, évidemment, la police comprend la manigance et elle va donc s'en mêler. Au final, elle va dire à la famille, ok, on va leur donner l'argent, mais avant, elle va relever donc tous les numéros de série des billets qui vont être donnés aux ravisseurs afin de peut-être par la suite réussir à les retrouver. Cette fois-ci, c'est donc bien Pierre qui va réaliser la transaction. Donc, il va suivre toutes les instructions des ravisseurs. Alors, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais il fallait se rendre à un endroit, rouler ensuite à 70 km/h pendant 30 km, jeter la valise quand ils aperçoivent des ballons. C'était quand même des ravisseurs assez organisés. Enfin bref, Pierre va donc suivre à la lettre les instructions. Et à partir de là, il rentre chez lui, plus de nouvelles. Et 24 heures plus tard, la famille reçoit un appel avec la localisation de Charles. On est donc le 27 octobre 1977 et Charles est retrouvé dans un bois par donc son fils et la police. Il est libre, donc il a été séquestré 82 jours, pratiquement 3 mois. Directement, ce dernier est pris en charge donc par des médecins. Il présente de nombreux séquelles, surtout psychologiques. Il est très sensible à la lumière. En même temps, il a vécu 3 mois vraiment sans voir la lumière, sous le sol, dans le noir. Mais globalement et heureusement pour lui, sa santé physique va bien. Donc là, il faut savoir que Charles, il vient de vivre donc 3 mois séquestré, traumatisant pour lui. Il sort, il est libre, il est enfin heureux, il retrouve sa famille et il est accusé par tout le monde. Il découvre donc tous les documentaires qui ont été faits à son insu et il va très mal le vivre. À côté de ça, au niveau de l'enquête, rien ne se passe. On n'a vraiment aucun suspect, donc à part la famille, mais les policiers n'ont pas assez de preuves pour aller plus loin. Mais le 22 juin 1978, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. En fait, un policier, après son service, décide de partir à une soirée avec des amis à lui. Et dans cette soirée, il y a un homme qu'il ne connaît pas. Et tout le long de sa soirée, il se dit, cet homme me dit quelque chose, il me dit quelque chose. Mais bon, il finit sa soirée et puis là, il dit à ses amis qu'il va rentrer chez lui. Mais ça le tracasse trop. Donc à la place, il décide de rentrer à son bureau de police et il va faire des recherches. Et là, tombe sur la même photo que l'homme avec qui il a passé sa soirée. Cet homme, c'est Michel de Varenne et en effet, il est recherché parce que c'est un évadé de prison. Le policier, il réfléchit pas, il fait demi-tour, il appelle des collègues à lui et ils vont de suite arrêter Michel de Varenne. Au moment donc de l'arrestation, Michel doit vider ses poches et là, il sort donc 2 billets qu'il pose sur la table. Les policiers n'allaient pas faire plus attention que ça quand Michel commence à se jeter sur les billets pour essayer de les manger. Donc en fait là, je pense que Michel s'est sûrement cramé tout seul parce qu'à tous les coups, les policiers, ils auraient pas tilté. Donc de suite, les policiers réussissent à enlever les billets de la bouche de Michel. Et là, les policiers se disent qu'il y a quelque chose avec ces billets et ils décident de regarder les numéros de série. Et c'est bien la pièce manquante de l'histoire de Charles Marion. Les billets correspondent. Le lendemain, Michel va tout avouer. Il va avouer avoir participé donc à la séquestration de Charles Marion et il va aussi dénoncer les personnes avec qui il a réalisé cette séquestration. Donc au total, il y avait 5 personnes. Michel de Varenne et c'est ce Michel que Charles avait surnommé Chum. Il y a ensuite Claude Valence. Lui, c'est celui que Charles avait surnommé le boss. Et en effet, il ne s'est pas trompé parce que Claude, c'était vraiment la tête pensante de cette histoire. Il y a la femme de Claude, Jeanne Valence. Il y a René Chalifou et Louise Beaubien. Alors, Louise Beaubien, on a du mal à savoir si elle est vraiment impliquée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était au courant des faits. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette séquestration, elle a vraiment été étudiée. Ça faisait 2 ans que les 5 personnes travaillaient, espionnaient et suivaient Charles avant donc de passer à l'acte. Ils ont donc commencé à se renseigner sur Charles en 1975 et ils l'ont séquestré en 1977. En 2 ans, ils n'ont pas réussi à réaliser qu'ils allaient faire une énorme connerie. Donc le procès a lieu et ils vont donc être condamnés. La tête pensante de toute la séquestration, qui est Claude Valence, va prendre 6 ans de prison ferme.
Sa femme va prendre 3 ans. Michel de Varenne, lui, va prendre 12 ans, ce qui paraît assez gros à rapport à Claude qui, lui, était la tête pensante. Mais ce qui a joué aussi durant le procès de Michel, c'est qu'il était évadé au moment des faits. Donc, c'est normal que sa peine ait augmenté. Mais de base, je trouve quand même que les autres condamnations sont assez faibles. Ensuite, on a René Chalifou qui, lui, a pris 6 mois d'emprisonnement. Donc, j'ai pas trop réussi à trouver quel était vraiment le rôle de René. Et ensuite, on a Louise Beaubien qui, elle, n'a rien pris du tout, alors qu'elle était au courant des faits et qu'elle n'a rien dit. Mais ce qui est incroyable, c'est que même après ce procès, même après donc, que les gens aient tout avoué, une partie de la population et des journalistes et peut-être même des policiers pensent encore que Charles est lié à sa propre séquestration. Donc, il faut savoir que Charles, un an après sa libération, il a écrit un livre. Ce livre s'appelle Mes 82 jours en captivité. Et en fait, il va expliquer donc toutes ses expériences traumatisantes. Et il va aussi expliquer donc le côté de sa famille, comment sa famille a vécu aussi ces 82 jours. En 2013, le fils de Charles va reprendre ce livre et il s'appelle 82 jours. Je vous conseille vraiment de le lire, il est très intéressant et donc on voit vraiment le témoignage de ce qu'a vécu Charles, mais aussi ce qu'a vécu la famille durant toute cette épreuve. De son côté, Pierre en veut énormément à la Sûreté du Québec de ne toujours pas parler et déclarer l'innocence de son père. Il dit: Je souhaite que la Sécu, la Sûreté du Québec, donc c'est l'organisation policière, remette officiellement les pendules à l'heure et qu'elle remplisse son devoir de transparence auprès de sa population. Maintenant, je vais vous parler de l'impact qu'a eu toute cette histoire sur Charles Marion. Déjà, il ne s'est jamais remis de sa séquestration et en plus de ça, il découvre au moment de sa liberté qu'il est tout simplement accusé d'être à la tête de tout ça. Il va donc tomber très rapidement dans une dépression. Évidemment, il ne pourra jamais reprendre le travail à cause de toutes les accusations qu'il y a contre lui. Le 2 décembre 1999, Charles se rend à son chalet à Sherbrooke et met fin à ses jours. C'était donc l'histoire de Charles Marion. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire le livre, donc 82 jours, écrit donc par Pierre Marion, son fils, qui est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo.